Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Grand Est. Nous sommes au Parlement européen de Strasbourg pour ce nouveau numéro de Dimanche en Politique Europe. Avec moi ce matin, Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Vert sortant et tête de liste Europe Écologie pour les européennes du 26 mai. Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du groupe LaGoué, la gauche unitaire européenne, et candidat sur la liste de la France Insoumise. Et enfin, Pernelle Richardot, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour la liste Place Publique Parti Socialiste. Alors, messieurs, puisque vous êtes les deux députés sortants de ce plateau, d'abord, cette semaine, c'était la dernière plénière ici à Strasbourg, ce qui veut dire aussi l'heure du bilan. Rapidement, Yannick Jadot, un retour sur ces 5 ans? Déjà, je suis très heureux d'être là. Je pense qu'une tête de liste doit être en région pour porter l'Europe des régions, l'Europe des terroirs. Cette semaine, tout simplement, 2 victoires. Une victoire contre la pêche électrique, ça a été une immense mobilisation des associations, des pêcheurs artisans, du groupe Vert pour faire en sorte que nous protégions nos marins, pour protéger les écosystèmes et puis évidemment pour faire en sorte que l'Europe soit une Europe des territoires côtiers. Et puis une deuxième victoire, encore cette semaine, sur la question des lanceurs d'alerte. L'Europe, et j'en discutais avec Antoine Deltour, vous vous souvenez, le lanceur d'alerte sur le LuxLeaks qui disait à quel point, dans cette affaire-là, le groupe des Verts avait porté au sein du Parlement européen et au sein des institutions européennes la protection des citoyens, la démocratie. Voilà, ça doit servir à ça l'Europe, ça doit être une Europe de la vie, une Europe de l'espoir. C'est pas toujours simple, mais c'est ça que ça doit être l'Europe. Emmanuel Morel, alors vous avez commencé il y a 5 ans, vous siégez avec le Parti Socialiste. Rien ne vous échappe. Vous avez changé entre-temps, donc dans ces 5 ans, vous avez, j'allais dire, 2 visions différentes. Pourquoi avoir changé et qu'est-ce qu'il y avait de mieux après? Pourquoi avoir changé? Parce que justement, je me suis rendu compte que la social-démocratie européenne, telle qu'elle siège aujourd'hui au Parlement, ne pouvait pas, en tout cas ne voulait pas, changer la construction européenne telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Le sentiment que nous avons eu pendant ces 5 ans, parce que ces 5 ans il y a eu des victoires, ces 5 ans aussi il y a eu des crises. Crise de la zone euro, crise du Brexit, crise dite des migrants. On a eu le sentiment que la construction européenne se faisait à côté des peuples, voire contre les peuples. Et à un moment, il faut des députés qui se lèvent et qui remettent la question de la souveraineté, c'est-à-dire la reprise du contrôle, au cœur des préoccupations des gens. Ça n'était pas le cas. Et moi, quand j'ai vu à la fois François Hollande revenir sur la scène nationale et Frans Timmermans devenir le chef des socialistes au niveau européen, alors que je l'ai connu comme premier vice-président de la Commission, qui est vraiment une brute néolibérale, favorable au libre-échange, pas plus écolo que la droite, etc., je me suis dit, c'est pas possible. Donc il fallait un acte de rupture. Mais il y a eu, Yannick vient de le rappeler, des victoires importantes cette semaine. Pêche électrique, c'est un combat de toute la gauche. Mon ami Younous Omarjee était aussi en première ligne. Il y a le combat sur les lanceurs d'alerte, même si on peut regretter que la même semaine, Julian Assange soit quand même arrêté. Mais il y a aussi des problèmes très préoccupants. On a appris il y a 2 jours que le Conseil européen avait décidé en catimini de relancer les négociations avec les États-Unis de M. Trump. C'est le retour du TAFTA zombie, alors qu'on avait été un certain nombre, mais Yannick en était. Le TAFTA, c'est le traité de libre-échange avec les États-Unis. Alors qu'on avait été un certain nombre, dès 2014, à alerter les opinions, à nous battre contre une commission qui voulait nous donner aucune information, contre des dirigeants européens qui pensaient que l'accord avec les États-Unis, ça serait vraiment le nec plus ultra de la modernité libérale. Eh bien, moi, je finis ce mandat... c'est ambivalent. C'est-à-dire à la fois il y a eu des victoires, en effet, incontestables, mais il y a aussi des sujets de préoccupation, des sujets de combat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se représente. C'est parce que les combats, on veut les mener jusqu'au bout. Vous estimez qu'il y a encore des choses à faire. Alors ce que vous avez en commun tous les 3, finalement, c'est d'être candidat pour un siège de député européen. On va regarder ensemble en quoi consiste cette fonction. Le 26 mai prochain, 79 postes d'eurodéputés sont à pourvoir en France. Le contrat est à durée déterminée, 5 ans, le temps d'un mandat. Les missions, représenter les citoyens européens, discuter, amender et voter les textes de loi proposés par la Commission européenne. Condition requise, la mobilité. Car le député européen est souvent entre 2 avions ou 2 trains. Il partage son temps de travail entre sa circonscription, Strasbourg pour les sessions plénières du Parlement européen et Bruxelles pour les réunions en commission. Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable pour exister sur la scène européenne, même si les débats et travaux sont traduits dans les 24 langues de l'Union. Profil recherché,
Un solide sens du compromis, car à 27 nationalités et 8 groupes politiques, il vaut mieux savoir manœuvrer pour faire avancer un dossier. Rémunération confortable, 6 600 € net, à quoi viennent s'ajouter 4 300 € par mois pour les frais généraux. L'eurodéputé dispose également d'une enveloppe pour rémunérer des assistants parlementaires. Parité oblige, le Parlement européen est l'une des assemblées les plus féminisées d'Europe avec 36% de femmes. Alors une femme, justement, il y en a une seule sur ce plateau, Pernelle Richardot. Vous êtes candidate sur la liste Place Publique, Parti Socialiste. J'ai envie de vous demander, vous êtes trois représentants de 3 listes à gauche ici. Pourquoi vous êtes 3 ? Pourquoi il n'y a pas un seul représentant de liste ici ? Le Parti Socialiste, n'a pu s'associer qu'avec Place Publique ? Alors, je ne suis pas sûre que ça soit comme ça et à moi qu'il faille poser la question. Je poserai la question aux autres, vous inquiétez pas. D'abord, rappeler ce que disaient Yannick Jadot et Emmanuel Morel, c'est que les victoires de cette mandature, ce sont des victoires et des batailles et des victoires menées par la gauche. La gauche, dans sa diversité, dans la diversité de sa complexité, mais le glyphosate, la pêche électrique, ce sont des batailles menées par l'ensemble de la gauche et les socialistes, notamment socialistes français, ont pris toute leur part dans ces batailles. Je rappelle que Éric Andrieux était le président de la commission d'enquête sur le glyphosate et que c'est lui qui a mené un certain nombre de commissions, de discussions par rapport à ces questions. Alors oui, la division de la gauche, elle est là, elle est criante. Elle permet peut-être aussi de préciser un certain nombre, d'aller au fond des choses sur un certain nombre d'idées. On n'a pas aujourd'hui, on a des mêmes visions sur la politique sociale au niveau européen, la politique sociale et écologique. On n'a pas les mêmes visions en matière de politique étrangère, par exemple. Enfin là, on le voit, alors on ne va pas parler forcément que des sondages, mais dans les sondages, vous avez du mal à exister là pour l'instant, malgré cette fusion avec Place Publique. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Place Publique, de plus que vous n'auriez eu en commun avec les représentants qui sont là ? Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'Emmanuel Morel, par exemple, qui a passé 4 ans et demi dans le groupe socialiste et démocrate, qui a souhaité que son nom figure dans le bilan de mandature, parte sur une autre liste. Moi, je le regrette. Je considère Paris vaut bien une messe. Visiblement, au Parlement européen, un siège au Parlement européen vaut le renoncement sur un certain nombre de batailles et de projets communs pendant toute une mandature. Yannick Jadot, alors je vous vois faire non de la tête. Malgré tout, on a dit aussi un peu partout que c'était un peu vous aussi qui aviez refusé les alliances avec les autres. C'est vrai, j'assume parfaitement. Pourquoi, compris d'avoir refusé d'avoir tête de liste d'un aéropage de groupes politiques ou de formations politiques, certaines formations politiques toutes jeunes, qui se créent pour dire on est d'accord avec les écologistes et appeler et crier à la division. C'est parfois un peu grotesque. Moi, je souhaite la cohérence. Moi, je n'ai jamais été socialiste. J'ai toujours été écologiste. Et je souhaite la cohérence. On ne peut pas se battre pour une Europe qui protège nos élevages, qui protège notre nature, qui protège notre économie, qui protège nos services publics, et voter tous les accords de libre-échange. Le groupe social-démocrate au Parlement européen a voté tous les accords de libre-échange, y compris celui avec Singapour, il y a encore quelques semaines. Et puis, l'écologie, c'est... Non, bien sûr que si. Le groupe social-démocrate l'a voté. L'écologie, c'est de la cohérence. C'est pas simplement des discours. Moi, quand je me bats pour protéger la nature, quand je me bats contre les 67 000 morts prématurées en France liées à la pollution de l'air, eh bien, forcément, je me bats contre le grand contournement autoroutier de Strasbourg. Sinon, ça n'a pas de cohérence. Moi, je me bats pour le patrimoine naturel, je me bats pour le patrimoine économique, je me bats pour la vie, pour la protection. Et je suis très heureux que d'ailleurs Dany Karcher, le patron de Copché, ait rejoint la liste Europe Écologie, parce que c'est là qu'il sent bien qu'on défend les terroirs, on défend des lieux de vie. Donc, mon sujet, c'est la cohérence, c'est l'écologie, et c'est de faire de l'écologie le grand pôle politique du paysage européen demain.
Emmanuel Morel, C'est moi. oui. Yannick Jadot parle écologie, vous aussi. D'ailleurs, la liste place publique PS aussi. Pourquoi aujourd'hui ça revient? Parce que ça complique aussi le message pour les électeurs. Par répondre aux attaques fielleuses de Mme Richardot. Moi, si j'ai quitté le Parti Socialiste, c'est aussi un choix de cohérence. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec Yannick, il faut être cohérent. L'idée que je me fais du socialisme, car moi j'ai l'impression de rester socialiste, n'est plus représentée par le PS et singulièrement par les 5 ans du quinquennat Hollande. Parce que ça vient de là, en réalité, la blessure. François Hollande est élu avec des millions de voix, il soulève une forme d'espoir, et d'ailleurs il arrive ici, au niveau européen, et il renonce à sa première promesse de campagne, qui était la renégociation du traité budgétaire. Pour moi, c'était très important, parce que j'estimais qu'il fallait sortir de ce carcan qui imposait une forme d'austérité budgétaire au niveau européen. Et puis il y a eu quand même, moi j'étais quasiment tout de suite dans l'opposition à la politique de François Hollande, et ça s'est terminé par un calamiteux d'échéance de nationalité, loi travail. On parle de politique européenne, c'est pas de politique nationale. Mais Monsieur Morel a oublié, s'il te plaît, 2 secondes. A oublié qu'on était sur une élection européenne et qu'on ne parle pas de groupes nationaux, qu'on parle de politique européenne. Parce qu'il y a un lien, il y a un lien entre les politiques nationales. C'est ce que M. Macron essaie de nous faire croire. C'est qu'il n'y a aucun lien entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Europe. Il y a un lien évident. Et sur la question du libre-échange, moi, il se trouve que je siégeais dans 2 commissions. La commission avec Yannick Jadot, commerce international, et la commission affaires économiques et fiscales. Sur ces 2 questions, à chaque fois, je me suis retrouvé en porte-à-faux avec le groupe socialiste qui, en effet, voulait voter le CETA et l'a fait. Voulait voter l'accord avec le Japon et l'a fait, voulait voter l'accord avec Singapour et l'a fait. Je n'étais d'accord sur rien. Donc il a fallu partir. Et sur les questions fiscales, parlons-en. Moi, quand j'ai été élu député européen, j'étais très fier, très content. Je suis arrivé ici un matin, en juillet 2014. On avait fait campagne pendant 3 mois en disant il faut absolument combattre M. Juncker parce que c'est le VRP des paradis fiscaux. Il était Premier ministre du Luxembourg pendant 25 ans et évidemment, il a permis toutes les procédures d'optimisation fiscale qu'on connaît, voire même de fraude fiscale. Je suis arrivé au groupe social-démocrate, la première chose qu'on m'a demandé, c'est de voter pour Jean-Claude Juncker. Mais précisément, moi, ce système de consensus a priori et de grande coalition, ça m'était insupportable. À un moment, il faut mettre en conformité ses paroles et ses actes. En même temps, c'est le fonctionnement du Parlement. Alors, on va regarder. Il faut d'abord construire des rapports de force avant de faire des compromis. Pas commencer par des compromis a priori et après se demander comment on va faire. Ça finit par des capitulations. Il y a un de vos collègues qui s'en va, qui n'aura fait qu'un seul mandat, c'est Édouard Martin. Et il nous parle justement de cet esprit de consensus. On l'écoute. En arrivant ici, personne n'avait la majorité à lui tout seul et qui avait cette obligation de discuter avec d'autres, même avec d'autres qui n'ont pas forcément vos points de vue, mais aussi loin, lui. Par contre, il y a des sujets majeurs, comme celui que je viens de vous citer, où assez rapidement, on a réussi à tomber d'accord et avoir des convergences et dire il est impensable pour nous qu'on puisse reconnaître ce statut à la Chine, parce que là, immédiatement, en quelques mois, c'était des millions d'emplois qui étaient perdus partout. Dans toute l'Europe. Et donc là, vous savez, perdre des emplois, ça n'a pas de couleur, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Hein. Tout le monde y perd. Et donc ça a bien pris assez rapidement. Yannick Jadot, quand on entend ça, on le sait, quand on fréquente le Parlement européen, on sait que c'est le mode de fonctionnement. Pour faire aboutir un projet, il faut à un moment donné s'allier avec les uns et avec les autres. Est-ce que c'est facile quand on arrive d'adopter ce type de fonctionnement? Est-ce que c'est facile de le faire passer auprès des électeurs? D'expliquer qu'au vu vert, vous pouvez voter un projet du PPE, par exemple? Pas toujours. Effectivement, en France, on a l'habitude de l'Assemblée nationale. Vous êtes dans la majorité, vous êtes un Parlement godillot qui va voter comme le dit le gouvernement. Et puis vous êtes dans l'opposition, très souvent, c'est donc vous êtes dans l'opposition, c'est non. Ici, aucun groupe n'est majoritaire. Aucun groupe n'est majoritaire. Il y a une majorité culturelle, libérale, conservatrice, à l'image de l'Europe, mais aucun groupe n'est majoritaire. Donc, la force du Parlement européen, ce n'est pas des individualités. Vous avez beaucoup d'individualités de grande qualité partout, à part à l'extrême droite, par principe, mais partout. Mais c'est la force de votre groupe, c'est la cohérence de votre groupe qui vous donne du poids dans la négociation avec les autres parlementaires. Et c'est pour ça que c'est important, la cohérence du groupe politique. C'est pour ça que je me bats, moi, dans cette élection, pour renforcer le groupe vert. Parce que vous pouvez être bon et défendre l'écologie dans un autre groupe, mais vous allez déjà vous battre au sein de votre groupe. Alors que quand vous êtes dans le groupe vert,
pour porter la protection de l'environnement, de la santé ou des libertés publiques, ben justement, vous avez la force d'un groupe qui va tenter de convaincre plein de députés partout pour gagner une majorité. Mais ce n'est pas le consensus. C'est ce qui fait dire à M. Jadot que l'écologie n'est ni de gauche ni de droite aujourd'hui. Et c'est pas... Ah oui, publiquement. Dites-moi quand. Publiquement, dites-moi quand vous avez par entendu écrit ça. et à l'oral sur quand vous avez France entendu Inter. ça. Mais la difficulté, c'est que c'est pas en balançant. Je suis d'accord pour la clarté. La clarté, elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout. D'abord, la clarté, ça évite de dire des gros mensonges. Il y a eu des batailles communes menées par la gauche dans son ensemble et qui ont été gagnées. Et il n'y a pas un groupe par rapport à un autre qui peut tirer la couverture à lui. La clarté, c'est aussi de dire que les socialistes, et notamment les socialistes français, n'ont jamais été pour le GCO ici, et que vous n'êtes pas pour le GCO? Non, je ne suis pas pour le GCO. Ils le sont à Strasbourg. Les socialistes à Strasbourg étaient contre, et puis d'un seul coup, ils ont aujourd'hui, c'était génial. Surtout, la clarté jusqu'au bout, c'est de dire que votre groupe au Parlement européen est pour la libéralisation totale du ferroviaire. Ça aussi, il faut le dire. C'est totalement ridicule. C'est aussi ça. Nous présidons la commission sur le transport. Ça, c'est la clarté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu dans cette élection européenne. C'est un enjeu à la fois écologique et social. Et on le voit sur le Grand Est, la division territoriale, l'abandon de toute une série de territoires, la segmentation, a besoin de politiques de cohésion fortes au niveau européen, de manière à pouvoir donner du sens à nos territoires et à nos régions, de mener des politiques publiques fortes. Mener des politiques publiques, c'est aussi, et je ne sais pas si on sera d'accord là-dessus, c'est aller vers une Europe fédérale. Une Europe fédérale de manière à pouvoir mener enfin, Emmanuel Morel parlait d'efficacité tout à l'heure, des politiques européennes efficaces et pouvoir demain continuer à mener des politiques publiques au niveau de nos territoires. Alors très court, voilà, court s'il vous plaît. Parce que j'ai jamais dit ni gauche ni droite. Non mais bon, écoutez, vous vérifierez. C'est bien d'avoir des éléments de langage qui vous ont été envoyés par votre tête de liste qui n'a pas voulu venir à ce débat. Mais ça vous dérange tant que ça, monsieur Jadot, de débattre avec une femme. Donc laissez ma tête de liste où elle est. Non, pas le truc des femmes. Laissez ma tête de liste où elle est. Oui, je suis là, je débat. Je réponds. Vous savez pourquoi on veut cette spécificité, cette cohérence et cette clarté écologique? Moi, les valeurs de l'écologie, elles sont fortes. Les droits sociaux, l'humanisme, la solidarité, le féminisme et la démocratie. Simplement, ce que je constate, c'est que, comme l'a dit Emmanuel Morel, dans le quinquennat Hollande, comme dans le quinquennat Sarkozy, comme maintenant dans le quinquennat Macron, la même obsession du nucléaire, les mêmes grands projets du GCO au Lyon-Turin, à Notre-Dame-des-Landes, la même augmentation des pesticides dans les mêmes quinquennats, la même augmentation de la pollution de l'air. Donc moi, j'ai des valeurs extrêmement fortes. Mais ce qui est certain, c'est que le productivisme de droite, comme le productivisme de gauche, nous emmène dans le mur. Et moi, je veux en sortir. Parce que quand on applique le programme écolo, ce sont des paysans bio sur tous nos territoires, ce sont des PME, des artisans, ce sont des entreprises. On relocalise une partie de l'économie, on crée des emplois de qualité, on sanctuarise les services publics comme les petites gares, comme les maternités, comme la poste. Et puis, on défend... Vous m'aviez dit quoi? Juste fini. Et au Parlement européen, et on défend la souveraineté. Avec les libéraux, et pardonnez-moi, la grande coalition au Parlement européen. Si vous suivez un peu l'actualité, ce sont les socialistes, les libéraux et les conservateurs. Les socialistes, les libéraux, les conservateurs. C'est ça votre grande coalition. Alors, mais pour finir, et puis, le contrôle, juste fini, le contrôle citoyen sur nos aéroports, sur les grands barrages, sur tout ce qui fait qu'on est souverain économiquement. Comme les socialistes. Alors, je vous ai entendu, alors là c'est moi qui vous ai entendu dire cela, justement vous vouliez sortir de cette espèce, alors c'est national d'abord, de cette espèce de consensus gauche-droite, vous vouliez revenir à une opposition franche, gauche-droite. Comment on fonctionne au Parlement européen quand on a cet objectif-là ?
D'abord, on se base sur ses idées, sur ses convictions, avec cohérence. Parce que ce qu'on peut rappeler, parce qu'on dit trop souvent, c'est une logique de compromis. Mais la vérité, c'est qu'au départ, c'est des groupes de députés, parfois même un député, qui, sur une grande idée, sur une grande cause, se mobilisent avec les ONG, avec les syndicats, et parvient à des victoires inattendues. Je vais vous prendre un exemple. Au tout début de mandat, on s'est battu contre les minerais de sang. Vous savez, dans votre téléphone, vous avez plein de minerais qui sont généralement extraits dans des conditions abominables en Afrique ou en Asie. Au départ, on était une poignée. Et il y avait tous les lobbies, les grosses entreprises qui nous expliquaient on ne pourra jamais faire ça, la traçabilité, c'est pas possible. Bon, et puis parce qu'on était déterminés, parce qu'il y avait une logique de combat, et là, pour le coup, contre les libéraux, contre la droite, contre la Commission aussi, qui ne voulait rien entendre, et au bout de plusieurs années, c'est peut-être ça qui est le plus frustrant. Hein, c'est long, ça demande beaucoup de ténacité, de pugnacité, on est arrivé. Donc après, le compromis, il ne peut arriver qu'à l'issue d'un rapport de force. Et moi, ce qui me navre, et notamment, c'est pour ça aussi que j'ai quitté le camp social-démocrate, c'est qu'il y avait cette notion de compromis a priori. Alors que ce qu'il faut, c'est construire un rapport de force le plus favorable possible au monde du travail. Parce que notamment... votre groupe Laguet, comme les Verts, vous n'existez pas tout seul. Vous ne pouvez pas faire passer un projet tout seul. Oui, vous êtes obligé de vous trouver. On peut initier, oui, mais ensuite, pour exister, vous devez forcément convaincre ailleurs. De toute façon, il faut toujours convaincre en politique. Hein. Et c'est d'ailleurs l'objet des... plus au Parlement, on est d'accord, comme rappelé. Pas plus au Parlement qu'ailleurs. Il faut rien lâcher. Voilà, il faut rien lâcher, mais il faut être indépendant des lobbies, des groupes de pression, et il ne faut rien lâcher sur un certain nombre de choses. Regarde, je vous reprends l'exemple du TAFTA. Au début du mandat, on s'est battus comme des chiens, et au départ, on n'était pas nombreux. Et d'ailleurs, moi, j'étais le seul socialiste à voter contre la résolution sur le TAFTA en commission INTA. Porté par Martin Schulz. Oui, tout à fait. Porté au Parlement européen par Martin Schulz, socialiste européen. Et finalement, on pensait que c'était interrompu. Et ça revient. Monsieur Trump dit « Vous n'avez pas le droit de commercer avec l'Iran. L'accord de Paris sur le climat, je m'assois dessus. Les exportations, je les taxe. » Et qu'est-ce que nous faisons, nous, Européens? Enfin, je parle de la Commission et le Conseil hier. On relance quand même le TAFTA. À un moment, il faut des députés qui soient lanceurs d'alerte, qui soient vigiles, qui soient combatifs, qui disent c'est pas possible. Et je pourrais vous prendre plein d'autres exemples sur le libre-échange. Et c'est pour ça que moi, je défends dans cette campagne l'idée, et j'assume l'idée de protectionnisme. À un moment, il faut protéger des entreprises, des savoir-faire, des territoires. Et puis, dernière chose, parce que ce qui compte aussi, c'est la vision de l'Europe. Moi, je ne suis pas pour l'Europe fédérale. Je ne suis pas pour l'Europe fédérale parce que je pense qu'il n'y a pas de peuple européen et puis je pense surtout qu'à 27, déjà quand on voit comment ça fonctionne, ça serait une catastrophe. Mais surtout, il y a aussi des spécificités, des singularités. Clairement, l'Europe de la défense, moi j'en veux pas. L'Europe de la défense sous contrôle des États-Unis et de l'OTAN, j'en veux pas. Ça va être un sujet très important. Vous nous reprochez à nous, journalistes d'ailleurs, de ne pas parler assez de l'OTAN. Mais c'est vrai. C'est vrai, moi je pense que c'est un sujet majeur. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire l'Europe c'est la paix. On a déjà du mal à faire vivre cette campagne. Vous pensez que l'OTAN c'est un sujet qui peut... Mais c'est fondamental. Fondamental certainement. C'est fondamental parce qu'on ne peut pas dire l'Europe c'est la paix et en même temps voter chaque année des crédits supplémentaires pour l'imbrication avec l'Alliance Nord-Atlantique. Moi je suis totalement défavorable à ça. Et c'est un sujet qui doit être dans le débat public. On n'en parle pas assez. Les sujets écologiques, on en parle beaucoup. Après il y a les actes. Et puis, il y a ce qui est raconté, parce que quand je vois que la droite, même l'extrême droite, fait l'apologie de l'écologie, alors qu'ils ont voté contre tous les textes, systématiquement, avec méthode depuis le début du mandat, là, il y a un double langage et une contradiction. Pernelle Richardot, d'un mot, mais vraiment là, je vous demande un mot. On le sait, Jean-Luc Mélenchon avait parlé beaucoup d'écologie pendant la campagne présidentielle en France. Vous avez aussi, j'allais dire, vous revendiquez une pointe d'écologie, puisque vous avez une écologiste en deuxième position sur votre liste. Comment l'électeur... On a une socialiste en deuxième position, Sylvie Guillaume. Ah oui, alors la quatrième... Comment vous expliquez... Une écologie qui fonctionne avec le social. Et c'est important parce que un pays marche, une nation, l'Europe, elle doit marcher sur deux jambes. À la fois cette question écologique qui est extrêmement importante et la question des peuples, des citoyens et cette cohésion des territoires. On le voit bien dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a un moment, on ne peut pas aller contre les peuples et il faut faire attention dans ce sentiment de déclassement important, les délocalisations qui se passent au sein de l'Union européenne. Là, je voudrais juste, c'était un mot sur l'écologie, s'il vous plaît. Nous sommes une liste écologique, oui. D'accord. Clairement, comme ça, les choses sont dites. Et sociale.
Très bien. Alors, parce qu'on s'approche de la fin de cette émission, une nouveauté, mais alors vous êtes tous au courant, ça va, ça vient, vous passez de 79 à 74. Pourquoi ? Parce que les Britanniques, vraisemblablement, vont revenir au mois de juillet. C'était donc aussi la dernière session pour ces députés qui peut-être reviendront en juillet. On regarde le reportage de Christine Beausse. Marche sur la tête. Les cartons attendent d'être remplis. Le bureau est déjà bien vide, comme chez la plupart des eurodéputés, mais pour Richard Corbett, député britannique élu depuis 23 ans, c'est un peu plus compliqué. Nous allons très certainement, je pense maintenant, participer aux élections européennes. J'espère être réélu et servir à nouveau dans le Parlement européen. Mais on ne sait pas si c'est pour 5 semaines, 5 mois ou 5 ans. Et il faut être britannique pour conserver tout son flegme, faire campagne pour des élections européennes sur fond de Brexit. L'élu travailliste espère être réélu. Pour son collègue conservateur, cela s'annonce plus délicat. Oh, c'est très stressant pour nous les candidats, pour nous les politiciens, pour ma famille, pour mes assistants qui travaillent avec moi. Non, le stress de ce travail dans cette atmosphère, c'est très haut et très désagréable. Mais ça, c'est la politique, ça, c'est le débâcle de Brexit. Même les pro-Brexit, Nigel Farage en tête, ne s'attendaient pas à ce scénario. J'ai essayé pendant 20 ans de me débarrasser de ce job. Je pensais avoir presque réussi jusqu'à ce que je réalise ce que la classe politique britannique était capable de faire. Donc, je vais revenir. Beaucoup craignent que le Brexit ne vienne polluer la campagne des européennes, ce qui pourrait profiter aux eurosceptiques. Alors, une réaction, Emmanuel Morel, ils reviennent, peut-être pas. On marche sur la tête. C'est ubu. Je vous parlais au début d'émission de la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, respecter la souveraineté des peuples, c'est fondamental. Et d'ailleurs, la liste sur laquelle je suis veut venger l'affront de 2005 et du non français qui n'a pas été entendu, puisque les dirigeants de droite là, ce sont les Anglais eux-mêmes qui n'arrivent pas à trouver de solution. Excusez-moi, c'est pas mon problème. Ils ont voté pour sortir. Il faut qu'ils sortent. Sinon, personne ne comprend plus rien. Vous imaginez quand même la situation où on est en train d'envisager à ce que des Anglais reviennent au Parlement européen, alors même que le peuple anglais veut sortir de l'Union européenne, et que ces députés anglais vont voter sur des textes qui engageront l'avenir de tous les autres. Et en plus, on ne sait pas du tout pour combien de temps ils reviennent. Non mais c'est pas possible. On est d'accord là-dessus. Moi, ce que je trouve plus dramatique encore, c'est le mépris finalement du Conseil européen, le mépris des États pour le Parlement européen. Parce que c'est ça la réalité. La décision qui a été prise de repousser la sortie des Anglais, éventuellement, c'est un mépris complet pour le Parlement européen, dont l'élection se passe le 26 mai en France, le 26 mai prochain, et dont les parlementaires vont siéger. Il y aura une liste de quoi ? De suppléants en attendant que les Anglais sortent. C'est inadmissible. Et ça prouve bien, si besoin en était, qu'il faut sortir de l'intergouvernemental et il faut arriver à trouver une nouvelle cohérence et une nouvelle force au Parlement européen. Et Yannick Jadot, est-ce qu'ils font partie de l'Europe ? Ils font partie de l'Union, les Britanniques, ou pas ? Ils ont fait partie de l'Union, ils ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Moi, ce que je trouve extrêmement triste, c'est un drame, ce Brexit. Vous imaginez qu'on bouche l'horizon de la jeunesse britannique, l'horizon du continent, l'horizon du monde. Alors maintenant, ils ont fait ce choix. Donc il faut sortir. Thatcher disait « enough is enough », parce que la paralysie politique qu'il y a en Grande-Bretagne, on ne va pas l'importer encore au niveau de l'Union européenne. Il va falloir un grand projet de refondation de l'Union européenne pour éviter que les citoyens aient envie d'en sortir, parce que ça serait le grand drame. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. Très bon week-end de Pâques à tous sur France 3 Grand Est et à bientôt.